Si tu ne veux pas aller à la maison de retraite, va travailler. C'est ce que m'a dit mon fils. Comme ça, avec cette froideur, sans ciller. Je l'ai regardé et j'ai souri. Mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire qu'on a juste avant de mourir à l'intérieur, ou de renaître avec colère. Je me suis levée lentement, sans dire un mot. Je suis allée dans ma chambre, j'ai pris ma petite valise bleue, la même que j'avais utilisée pour quitter la maison où j'avais élevé cet homme, et j'ai commencé à ranger le peu qui me restait. Des vêtements, quelques livres, un album avec de vieilles photos et une lettre. Une heure plus tard, le silence fut interrompu par le rugissement d'un moteur puissant. Une voiture de luxe, noire, rutilante, s'arrêta devant le portail. Depuis la fenêtre, je vis comment Sylvie, ma belle-fille, se penchait avec les sourcils froncés. Pierre s'approcha de la grille et dit à voix haute « Qu'est-ce que fait cette voiture ici ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste pris la valise. J'ai fermé la porte de la petite chambre où je vivais, et je suis sortie la tête haute. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir avec moi de nombreuses années en arrière, à une époque où je n'étais pas un fardeau, mais une mère capable de tout pour son fils. Pierre fut mon fils unique. Son père, Michel, mourut quand il n'avait que 3 ans. Un accident de la circulation sur une route mouillée. La police m'a dit que cela avait été instantané. Moi, je n'ai pas senti que c'était instantané. Il m'a fallu plus de 10 ans pour recommencer à respirer sans douleur. Depuis ce moment, toute ma vie tourna autour de Pierre. Je travaillais comme professeur dans une école publique. Je donnais des cours particuliers l'après-midi et les week-ends, je vendais des livres d'occasion au marché du quartier. Tout pour qu'il ne manque de rien et il ne manqua de rien. Je l'ai emmené dans de bonnes écoles. Je l'ai aidé avec ses devoirs. J'ai veillé tard pour lui coudre des costumes, pour les représentations. J'ai vendu ma bague de fiançailles pour lui payer un cours d'informatique quand il avait 12 ans. Je lui ai appris à être responsable, respectueux, à dire merci et s'il vous plaît. Je lui ai appris à aimer les livres, à défendre ceux qui n'avaient pas de voix. Je croyais que je le formais comme un homme noble. Je ne savais pas que j'élevais mon propre bourreau. Pierre était un enfant doux. Petit, il m'écrivait des lettres sur du papier d'écolier. « Maman, quand je serai grand, je vais t'acheter une maison avec jardin. Tu auras un hamac et beaucoup de chats. » Je pleurais en les lisant. Je pensais, tout cet effort en vaut la peine. Mon fils va être un homme bien. Mais le temps passe et avec lui, les promesses s'estompent. La première fissure apparut quand Pierre rencontra Sylvie. Il avait 24 ans, travaillait dans une banque et elle était très ambitieuse, trop. Il l'amena à la maison un dimanche pour me la présenter. Je me souviens de ce jour, comme si c'était hier. « Maman, voici Sylvie, » me dit-il avec un sourire fier. « Ma petite amie. » Elle me regarda de haut en bas. Elle portait d'énormes lunettes noires, comme si elle était sur un tapis rouge. « Bonjour, » dit-elle sans sourire. « Enchantée. » Sa poignée de main fut aussi froide que son regard. Ce jour-là, j'ai su que quelque chose allait changer, et cela changea. Après s'être marié, Pierre commença à me rendre visite moins souvent. Il ne venait plus les dimanches déjeuner. Il me disait qu'il avait beaucoup de travail. Quand il m'appelait, c'était pour des choses pratiques. « As-tu le certificat de naissance ? Où as-tu rangé mes papiers du lycée ? » Un jour, on m'offrit la retraite anticipée. Ma santé était fragile et je sentis qu'il était temps de me reposer. Je lui racontai la nouvelle avec enthousiasme. Pierre leva à peine les yeux de son portable. « Bon, enfin, si tu te sens bien avec ça. » Il n'y eut pas de félicitations ni de merci pour tout, seulement de l'indifférence. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Quand naquit Emma, je sus qu'elle allait être mon dernier refuge. Ma petite fille était un rayon de soleil dans tant d'ombre. Au début, Sylvie ne voulait pas que je la garde. « Je préfère qu'elle soit avec quelqu'un de jeune, » disait-elle. En plus, Marguerite n'est pas habituée aux bébés modernes. Bébés modernes, comme s'ils étaient des appareils électroménagers. Mais avec le temps, elles acceptèrent que je la garde quelques après-midi. Ce furent les meilleurs moments de ma semaine. Je lui racontais des histoires, nous jouions à cache-cache, je lui apprenais à écrire son nom en cursive. « Grand-mère, pourquoi tu vis dans une si petite maison ?» me demanda-t-elle une fois. « Parce que c'est juste, mon amour.
Je ne veux déranger personne. Mais tu ne déranges pas. Moi j'aime être avec toi. Cette phrase resta gravée dans mon âme. La relation avec Sylvie se détériorait. Elle commença à m'éviter, à me parler avec des chuchotements ironiques. « Marguerite, peux-tu ne pas laisser tes affaires traîner dans la buanderie ? Marguerite, ferme la porte du fond que le froid entre. Tu dois faire du bruit juste maintenant. » C'était ma maison, ou du moins elle l'avait été. Il l'avait rénovée, oui, mais le terrain n'était à moi. Malgré cela, je me sentais comme une intruse, comme une présence qui dérangeait. Quand j'essayais d'en parler avec Pierre, il dit seulement « Sylvie est très sensible et toi parfois tu n'aides pas. » Ce fut la première fois que je sentis que j'étais complètement seule. Un jour, Pierre m'appela dans le salon principal. Je venais de laver les vêtements d'Emma. J'avais les mains humides. « Maman, nous devons parler !» Je m'assis au bord du canapé. Sylvie était debout à côté avec les bras croisés. « Ça ne peut plus continuer comme ça, » dit-il. « Nous sommes serrés avec les dépenses. Nous ne pouvons pas entretenir une autre personne. » « Une autre personne ?» demandai-je. « Je suis ta mère, Pierre. » « Je le sais, mais tu es adulte et tu peux prendre tes propres décisions. Si tu ne veux pas aller dans une maison de retraite, tu vas devoir travailler. » Je sentis un nœud dans la gorge, non pas à cause de la proposition, mais à cause de la façon, du manque total d'affection, de mémoire, de gratitude. « Ce n'est pas juste, dis-je à voix basse. « La vie n'est pas juste, maman, répondit Sylvie. « Bienvenue au club. » Pierre se leva. Nous en avons parlé. Prends ton temps, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je restai là assise, écoutant l'horloge du mur, tic-tac, tic-tac, et je sus que quelque chose en moi venait de se briser. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais pas aussi seule qu'ils le pensaient. Cela faisait des mois que j'avais reçu une lettre qui changea ma vie. C'était d'Étienne. Un amour de jeunesse que je n'avais jamais oublié. Il me trouva grâce à une vieille amie. Il m'écrivit avec tendresse, demandant si je pensais encore à lui. Et oui, j'y pensais plus que je ne le devais. Nous commençâmes à parler au téléphone, puis par appel vidéo. Il vivait dans le sud, avait des champs, des vignobles et était veuf depuis 6 ans. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Marguerite, » me dit-il une nuit. « Et si tu me le permets, je veux te revoir. » Cette phrase fut comme une main tendue au milieu de l'abîme. Quand Pierre me dit que je devais aller travailler, j'avais déjà pris ma décision. Je n'allais pas supplier, je n'allais pas crier, je n'allais pas faire de scène. Je souris seulement. J'allais dans ma chambre, j'ouvris la valise, je rangeais mes affaires, je me regardais dans le miroir. J'avais des rides, oui, les cheveux plus blancs que noirs, mais j'avais aussi quelque chose que j'avais perdu depuis des années, du courage. Et alors arriva le rugissement de la voiture. Les pas de Pierre et Sylvie s'approchant de la fenêtre, le klaxon. Un silence tendu, un regard rapide d'Emma qui vint en courant depuis la cuisine. « Grand-mère, cette voiture est venue pour toi !» Je me penchai, l'embrassai fort, lui chuchotai à l'oreille. « Ne laisse jamais personne te dire combien tu vaux, même pas ton propre sang. » Je me mis debout et marchai vers la porte principale. Je m'approchai de la porte sans regarder en arrière. Pierre était debout près de la grille avec les sourcils froncés. Sylvie avait les bras croisés, les lèvres serrées comme si elle avait mordu un citron. Emma me regardait depuis le couloir avec ses grands yeux couleur miel. Je ne dis rien, je n'avais pas à le faire. Ils ne méritaient pas mes paroles. Je poussai le portail de fer et sentis le vent froid frapper mon visage. La voiture était là, une Mercedes-Benz noire, brillante comme la nuit, le moteur encore allumé, comme si elle savait que je n'allais pas changer d'avis. La portière arrière s'ouvrit et il était là, Étienne. « Bonsoir Marguerite, » dit-il en descendant avec élégance. « Je t'attendais. » Je vis comment Sylvie fronçait encore plus les sourcils, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Pierre fit un pas en avant. « Qui est ce type ?» demanda-t-il en élevant la voix. Étienne me tendit la main. Je la pris. « Étienne Dubois, » répondit-il, sans regarder mon fils. « Je suis ami de votre mère et je suis venu la chercher.
Elle n'a plus rien à faire ici. Le mot mère sembla frapper Pierre comme une gifle. Il cligna des yeux, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il voyait, et alors il me parla. « Qu'est-ce que tu fais? Tu pars avec un étranger? Comme ça ?» Je le regardais, et là, pour la première fois, je parlais. « Je ne pars pas avec un étranger. Je pars avec quelqu'un qui me voit, qui m'écoute, qui me valorise, quelque chose que toi tu as cessé de faire depuis longtemps. » Sylvie laissa échapper un rire sarcastique. « Mon Dieu, on dirait un feuilleton. Elle se rabat sur un vieux riche maintenant. Sérieusement. » Étienne sourit avec politesse, mais ses yeux avaient une fermeté glacée. « Madame, le feuilleton, vous l'avez commencé quand vous avez décidé de traiter cette femme comme si elle était de la poubelle. Aujourd'hui, c'est la fin du premier acte. Préparez-vous à ce qui vient. » Il m'aida à monter dans la voiture. Je fermai la portière et depuis la vitre, je vis Emma courir vers le portail. « Grand-mère, attends !» Étienne freina la voiture avant de démarrer. Je baissai la vitre. Emma mit la main dans sa poche et me donna un papier plié. « C'est un dessin pour toi. » Je pris le papier, l'embrassai et chuchotai. « Ne change jamais, mon amour. Toi, tu as un cœur. » La voiture démarra et je ne regardai pas en arrière. Les premiers pâtés de maison furent en silence. J'observais les rues qui m'avaient vu traîner des sacs de supermarché, entrer par la porte de derrière comme si j'étais une employée et taire les insultes pour ne pas générer de revenus. Chaque arbre, chaque poteau était témoin de mon silence, et maintenant il serait aussi témoin de mon départ. Étienne conduisait avec douceur, comme s'il avait tout le temps du monde. « Ça va ?» me demanda-t-il sans cesser de regarder la route. J'acquiesçai, bien que je ne sache pas si c'était vrai. Je ne sais pas si ça va, mais je suis réveillée et c'est déjà un miracle. Il sourit, il prit ma main avec délicatesse. « Tu veux qu'on aille directement à la maison ou tu veux prendre quelque chose avant ? » « Tu as le temps ? » J'ai la vie, je ris. Après tant de temps, je ris vraiment, et alors je le sus. Je n'étais plus la femme qui marchait la tête baissée. J'étais autre. Ou plutôt, je redevenais qui j'étais, avant la peur. Nous allâmes dans un café sur la route, petit, chaleureux, avec d'énormes fenêtres et une odeur de pain fraîchement cuit. Nous nous assîmes. Près de la fenêtre, Étienne commanda 2 cafés au lait et des croissants. « Tu te souviens de la première fois qu'on est allé dans un endroit comme ça ?» me demanda-t-il. « Bien sûr, j'avais commandé du thé au citron et tu avais dit que ce n'était pas pour les gens heureux. » Il rit et tu m'avais répondu. Alors je suis une malheureuse orgueilleuse. Nous rîmes tous les deux, mais après le silence revint. Étienne me regarda dans les yeux. « Marguerite, ils t'ont fait beaucoup de mal ?» Non, j'avalais ma salive. Je sentis que quelque chose se brisait à l'intérieur. Je ne sais pas si c'était du mal ou simplement de l'abandon. Ce furent des années de petites choses, regards, commentaires, portes fermées, faveurs qui devenaient des dettes. Je me suis éteinte Étienne, comme une bougie qui se consume sans que personne ne le remarque. « Moi, je l'ai remarqué, » dit-il, et à ce moment-là, je me mis à pleurer. Je pleurais pour tout ce que j'avais tu, pour chaque dimanche où j'avais mangé seule, pour chaque fois que j'avais fait semblant de ne pas entendre comment Sylvie m'appelait un obstacle, pour chaque embrassade qu'Emma avait voulu me donner et que sa mère avait empêchée, pour chaque promesse que Pierre avait oubliée. Étienne ne dit rien. Il me tint juste la main. Et là, je compris que parfois le silence ne fait pas mal, parfois il guérit. Des heures plus tard, nous arrivâmes chez lui. Et quand je dis chez lui, je ne me réfère pas à un manoir ostentatoire, avec des colonnes de marbre. C'était une maison de campagne, ample, rustique, entourée de vignobles qui brillaient sous le soleil du couchant. Elle avait une galerie avec des hamacs, d'énormes baies vitrées et une bibliothèque qui semblait sortir d'un rêve. « Voici ta chambre », me dit-il en ouvrant une porte. Elle était chaleureuse, avec des draps blancs et un tapis tissé à la main. Sur la table de nuit, il y avait un bouquet de lilas. « Des lilas ?» demandai-je. « Tes préférés » répondit Étienne. Je ne sus que dire. Je me contentai de caresser les pétales. « Tu mérites ça, Marguerite.
Tu mérites tout ce qu'ils t'ont refusé. » Cette nuit-là, nous dînâmes ensemble. Une soupe chaude, du pain fait maison et un vin rouge qu'Étienne avait produit dans sa propre cave. Nous parlâmes de livres, de vieux films, de notre jeunesse. Et à un moment, il me regarda sérieusement. « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal ? Que tu ne m'aies jamais cherché. 40 ans ont passé et je n'ai jamais eu de tes nouvelles. » J'ai eu peur, admis-je. Et après, la vie est passée. Je me suis tellement consacrée aux autres que je me suis oubliée. Il acquiesça. « Mais maintenant tu es là et je te promets que tant que j'aurai un souffle, personne d'autre ne te fera sentir invisible. » Les jours suivants furent un baume. Pour la première fois en décennies, personne ne me criait dessus, personne ne me corrigeait pour comment j'étendais le linge, pour laisser la lumière allumée, pour lire tard. J'étais libre. Et dans cette liberté, je commençais à me souvenir qui j'étais. Je me remis à écrire de petites histoires, des poèmes, des pensées éparses. Étienne m'encourageait, me lisait, me posait des questions. Parfois, je me réveillais avec du café au lit, d'autres fois avec des fleurs sauvages. Mais comme tout dans la vie, le passé ne reste pas toujours derrière. Un après-midi, pendant que je lisais dans la galerie, mon portable vibra. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» Silence, puis une voix que je reconnus instantanément. « Maman, c'est moi, Pierre. » Je restai figée. « Qu'est-ce que c'est que tu veux ? » « On peut parler, s'il te plaît ? » « Je ne sais pas si j'ai quelque chose à te dire. »« S'il te plaît, c'est important. » Je soupirai. Quelque chose dans son ton m'inquiéta. Il n'était pas arrogant. Il semblait vulnérable. « Dis-moi. » Sylvie est partie, elle m'a quittée. Elle a dit qu'elle ne supportait pas tout ça, que je ne suis pas assez homme et elle m'a laissé la maison. Et Emma. J'eus à m'asseoir. Le monde semblait tourner à l'envers. Et ça, qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Je ne sais pas quoi faire. Emma pleure toute la journée. Elle demande après toi. Je n'arrive pas à tout faire. Je me sens perdue. Il y eut une pause longue. Je pouvais l'entendre respirer. J'ai besoin de toi, maman. Je restais silencieuse. J'avais attendu cette phrase pendant des années, c'est maintenant qu'elle ne faisait plus mal. C'était seulement une chaîne rouillée essayant de me lier à nouveau, et alors je dis « Moi aussi, j'ai eu besoin de toi, Pierre, pendant des années, et tu n'étais pas là. » Je sais, je me suis trompée. J'ai été un idiot. Ne me le dis pas, montre-le-moi, parce que si tu veux que je revienne, ce ne sera pas dans cette petite chambre, ni sous ton mépris. Pierre sanglota. Je ne l'avais pas entendu pleurer depuis qu'il avait 6 ans. « Je peux venir te voir ?» Je restai à réfléchir et dis ce que je n'avais jamais cru dire. « Oui, mais ne viens pas seul. »« Avec qui tu veux ? Qu'il vienne avec Emma. Elle, si elle a le droit de me voir. Toi, tu vas devoir le mériter. » Le soleil du matin illuminait les vignobles, mais mon cœur se débattait entre le calme et l'inquiétude. J'avais accepté de voir Pierre non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que ma petite fille Emma méritait de savoir que je ne l'avais pas abandonnée. Étienne m'observait depuis la galerie pendant qu'il prenait son café. « Tu es sûre de vouloir les voir ?» J'acquiesçais, bien qu'à l'intérieur je tremblais. Pas pour lui, pour elle. Étienne laissa sa tasse, s'approcha et me caressa la joue. « Quoi que ce soit, je vais être là. Tu n'es plus seule, Marguerite. Plus jamais. » Je respirai profondément et ainsi j'attendis. À 11h30, la même voiture familiale qui tant de fois m'avait vu me taire entra par le portail de bois. Pierre descendit en premier. Il n'était plus l'homme arrogant et altier d'il y a quelques semaines. Ses cernes trahissaient des nuits sans dormir, et sa chemise froissée semblait pendre de son corps. Emma sortit après. Elle courut vers moi sans y réfléchir à 2 fois. « Grand-mère !» Je l'embrassai avec une force que je ne savais pas avoir. Ses cheveux sentaient le savon d'amande, et son corps tremblait d'émotion. « Je pensais que tu n'allais plus vouloir me voir, » chuchota-t-elle. « Jamais, mon amour. Ne pense plus jamais à ça. » Pierre nous regardait, à quelques mètres en arrière.
sans savoir quoi faire de ses mains ni de sa culpabilité. « On peut parler ?» demanda-t-il finalement. Je le regardai fixement. 10 minutes, rien de plus. Nous nous assîmes dans la galerie. Étienne discrètement entra dans la maison avec Emma et lui offrit du jus et des biscuits. Je vis par la fenêtre comment elle lui racontait quelque chose, bougeant les mains comme des ailes. Ma petite fille était heureuse et cela me donna de la force. Pierre s'assit face à moi. Il bougeait inquiet, comme si le siège le brûlait. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il. « Alors, ne commence pas. Plutôt, sois clair. » Il avala sa salive. « Tu as raison surtout. Je t'ai fait défaut. J'ai permis des choses que je n'aurais jamais dû permettre. J'ai laissé Sylvie t'humilier, te faire sentir un fardeau. Et moi, je l'ai ignoré. Je me suis concentrée sur mon travail, sur ma fille, et je t'ai laissé de côté. Non, toi, tu m'as poussé de côté. Il y a une différence. » Il baissa le regard. Il semblait vaincu. « Je sais que je n'ai pas d'excuses, mais je suis là parce que je suis seule, et parce que maintenant seulement je comprends ce que tu as fait pour moi pendant des années. » « Et tu t'en rends compte, maintenant seulement ?»« Oui, quand je me suis vue laver la vaisselle, cuisiner, chercher des vêtements pour Emma, l'emmener à l'école et supporter ses pleurs, j'ai compris que tout ça tu le faisais et je ne l'ai jamais valorisé. » Silence. « Pardon, maman. » Je restais à le regarder. C'était mon fils, celui qui me disait que j'étais sa reine quand il avait de la fièvre et que je lui lisais des histoires. Et en même temps, c'était l'homme qui avait permis que sa femme me traite plus mal qu'une employée. Les deux vérités coexistaient et faisaient mal. Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais oui, je peux t'écouter. C'est déjà un commencement. Nous passâmes l'après-midi dans le jardin. Emma jouait avec Étienne, qui lui apprenait à planter une petite vigne. Il riait comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Pierre m'observait en silence. « Il t'aime, n'est-ce que pas ? Beaucoup plus que toi, tu ne t'es permis de le faire. »« Et toi, lui ?»« Je le redécouvre, mais oui, je l'aime. » Pierre acquiesça. Son orgueil semblait se diluer avec chaque mot. « Je ne sais pas si j'ai le droit de te demander ça, mais pourrais-tu rester avec Emma quelques jours ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« J'ai trouvé un travail temporaire dans une autre ville juste pour quelques semaines. Je n'ai personne avec qui la laisser et elle veut rester avec toi. » Je me tournai vers ma petite fille. Ses yeux brillaient d'illusion. « Je peux, grande-mère ? Je peux rester avec toi et avec Étienne ?» Étienne apparut alors comme si la scène l'invoquait. « Ce sera un honneur, mais seulement si ta grand-mère c'est d'accord. » Je soupirai. « D'accord, mais sous mes règles. Pas de visite surprise, pas d'intrusion. » Pierre acquiesça immédiatement. « Merci, vraiment. » Avant de partir, il se tourna une dernière fois. « Je sais que j'ai beaucoup à démontrer. Je veux juste que tu saches que je suis disposée à le défaire. » Je l'observais monter dans la voiture et s'éloigner par le chemin de terre. Une partie de moi sentait du soulagement, une autre de la nostalgie, mais aucune ne sentait de culpabilité. Les jours avec Emma furent un baume. Nous déjeunions ensemble, nous nous promenions dans les vignobles. Nous cuisinions des biscuits. Étienne devint son héros silencieux. Il lui racontait des histoires, l'écoutait sans hâte et lui apprenait à reconnaître les étoiles la nuit. Un après-midi, pendant qu'Emma dessinait dans la galerie, Étienne m'embrassa par derrière. « Je n'avais jamais imaginé avoir ça, » chuchota-t-il. « Ça quoi ? La paix, la famille, la vraie vie ?» Je me tournai pour le regarder. Ses yeux étaient humides. « Merci, Marguerite, d'être revenue vers moi. » « Je ne suis pas revenue, je me suis retrouvée et tu étais là. » Mais le calme, comme toujours, a un prix. Une nuit, pendant que nous dînions, Emma reçut un message sur sa tablette. « C'est ma maman, » dit-elle sans lever les yeux. « Elle veut te savoir si je vais bien. » Et elle m'a dit quelque chose de bizarre. « Quoi ? » ?»« Que papa sort avec une fille, qu'il a maintenant avec qui me laisser, que peut-être bientôt il n'aura plus besoin de moi. » Étienne et moi échangeâmes des regards. « Comment tu te sens avec ça ?» lui demandai-je. « Triste,
Mais en même temps, je ne veux pas retourner. Ici, je me sens heureuse. Je l'embrassai. Ici, tu auras toujours une place, mon amour. Toujours. Mais quelque chose s'alluma en moi. Sylvie. Cette femme ne pouvait pas lâcher le contrôle même depuis la distance, et si Pierre commençait à refaire sa vie, qui m'assurait qu'il ne répéterait pas ses erreurs. Cette nuit-là, je m'assis face au bureau d'Étienne. Je pris du papier et un crayon, et j'écrivis une lettre. Chère Marguerite, pendant des années, tu as permis que d'autres décident de ta valeur, qu'ils t'étiquettent, qu'ils te cachent. Mais tu n'es pas ombre, tu es lumière. Et bien que parfois elle tremble, la lumière revient toujours. N'oublie jamais qui tu es. Tu commences une nouvelle vie, et cette fois, tu n'es pas seule. Je pliai le papier, le rangeai dans une petite boîte avec une photo de moi, avec Emma. Ce serait mon rappel, mon encre. 2 jours plus tard, Pierre revint. Il venait souriant avec un bouquet de fleurs, mais quelque chose dans son regard m'alerta. « J'ai des nouvelles, dit-il. De bonnes nouvelles. »« Ah oui ?» On m'a offert un poste fixe, bien payé, stable, mais ça demande que je déménage. Où ? Dans une autre région, à Bordeaux. Et Emma baissa les yeux, hésita. Elle peut venir avec moi, ou si tu veux, tu pourrais venir aussi. La proposition me frappa comme une gifle. Tu es en train de dire que je laisse ma vie, mon foyer, pour revenir vivre sous ton aile ? Pas sous mon aile. Comme famille et ensemble. Tu peux m'aider avec Emma. Tu peux avoir ton espace. Ce ne serait pas comme avant. Je le regardais longuement, et alors je sus qu'il n'avait pas complètement changé. Il continuait à penser que j'existais pour servir, pour combler des vides, pour éteindre des feux qu'il ne savait pas gérer. Je me levai. Merci pour l'offre. Mais non, Et Emma ? Elle peut décider, mais moi je ne vais pas m'éteindre à nouveau. Cette nuit-là, pendant que je préparais le dîner à Emma, je m'assis près d'elle. Ton papa veut déménager et veut t'emmener, et moi, je reste parce que c'est ma vie maintenant. Mais toi, tu peux décider. Emma pleura. Elle m'embrassa fort. Je veux rester avec toi. Tu es sûre ? Oui. Ici, je me sens aimée. Là-bas, je me sens oubliée. Étienne apparut à ce moment-là, apportant du pain fraîchement cuit. Il y a de la place pour une de plus ? Emma sourit, et pour la première fois je sus que c'était bien, que nous avions brisé le cycle. La matinée commença avec le chant des oiseaux et l'arôme du café qu'Étienne préparait. Emma dormait encore dans la chambre que nous avions décorée ensemble, pleine de couleurs douces et de livres d'histoire. Cela semblait un rêve d'avoir construit ce refuge, ce foyer où l'amour n'était pas une dette, mais un choix. Mais les rêves, je le savais bien, pouvaient être fragiles. Étienne s'approcha avec 2 tasses dans la main et une expression qui me fit froncer les sourcils. « Ceci est arrivé pour toi, » dit-il en me tendant une enveloppe beige sans expéditeur. Je la pris avec prudence. Ce n'était pas rare qu'une cave voisine envoie des invitations à des événements ou des dégustations, mais en l'ouvrant, je compris que ce n'était pas ça. C'était une lettre formelle, froide, précise. Par la présente, il vous est informé que Madame Sylvie Moreau a initié des actions légales pour la garde complète de la mineure Emma Moreau, argumentant rétention indue, manipulation émotionnelle et environnement non apte au développement infantile. Je sentis que le sol s'ouvrait sous mes pieds. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Étienne inquiet en voyant ma pâleur. « Sylvie m'accuse d'avoir enlevé ma petite fille. » Étienne lut la lettre avec les sourcils froncés. Sa mâchoire se tendit. C'est un coup bas, mais ça ne me surprend pas. Je savais que quelque chose comme ça pouvait arriver. « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» demandai-je en me sentant pour la première fois en semaine. Vulnérable. Nous appelons quelqu'un. J'ai une connaissance, un avocat retraité, mais très bon. Il s'appelle Henri Ferrer. Je vais tout lui raconter. Cet après-midi-là, Henri vint à la propriété. Un homme d'une 60aine d'années, avec une voix sereine, des mains fermes et un regard aiguisé. Il écouta mon histoire sans m'interrompre,
nota, observa, analysa chaque détail. Elles ont une fille en commun, mais la mère utilise le système pour manipuler la situation, dit-il à la fin. Ça ne va pas être facile, mais nous avons de quoi répondre. Elle peut m'enlever Emma ? Demandai-je avec la voix brisée. Henri respira profondément. Seulement si Emma veut partir avec elle, ou si elle démontre que vous êtes inapte. Mais selon ce que je vois, il n'y a rien ici qui indique un danger, au contraire. Sylvie peut mentir, elle l'a fait avant. Et nous allons dire la vérité, et nous allons la prouver. Je me sentis entourée. Pour la première fois, quelqu'un me parlait de justice, non de résignation. Cette nuit-là, nous dînâmes tous les trois ensemble. Emma remarqua quelque chose de différent dans l'air. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle en remuant ses pattes avec la fourchette. Je la regardai dans les yeux. Je ne voulais pas lui mentir, mais je ne voulais pas non plus la charger avec des angoisses qui ne lui correspondaient pas. Ta maman veut te voir et elle est un peu fâchée parce que tu n'es pas revenu avec elle. Emma baissa les yeux. Elle s'est fâchée parce que je veux rester avec toi. Peut-être, mais ce n'est pas ta faute. Tu as le droit de choisir où tu te sens heureuse. Elle se leva, m'embrassa fort et chuchota. Je ne veux pas qu'on m'enlève d'ici. Et mon cœur se brisa. Étienne l'emmena dormir. Quand il revint, il me trouva dans la galerie fumant une cigarette après des années sans le faire. Je ne veux pas perdre tout à nouveau, lui dis-je. Tu ne vas rien perdre. Maintenant, tu as quelqu'un qui te soutient et tu n'es plus seule, Marguerite. Cette fois, nous allons nous battre ensemble. Les jours passèrent et d'autres documents arrivèrent. Sylvie engagea un avocat agressif, de ceux qui sentent la peur. Les accusations étaient cruelles. Manipulation, aliénation parentale, même négligence. Henri prépara une défense impeccable. Photos, témoignages, rapports scolaires, mais surtout il demanda quelque chose de clé, qu'Emma puisse parler avec une psychologue indépendante. Elle serait écoutée et cela pouvait tout changer. Pierre, de son côté, semblait pris au milieu. Il m'écrivit un message court. « Je ne suis pas d'accord avec ce que fait Sylvie, mais je ne veux pas non plus plus de disputes. J'espère qu'on peut résoudre ça sans blesser Emma. » Je l'ignorais. Je n'avais plus de place en moi pour les tièdes. Jours après sonna le portail électrique. Étienne regarda par la caméra et fronça les sourcils. « C'est Sylvie. »« Quoi ? Elle vient seule avec une attitude de reine détrônée. » Je lissais mes cheveux, je me regardais dans le miroir. Ce n'était pas pour elle, c'était pour moi. Je voulais qu'elle me voie forte, entière. Je sortis la recevoir. Sylvie descendit d'une voiture dernier modèle avec des lunettes noires et un parfum qui envahissait tout sur son passage. Elle portait une enveloppe dans la main et un sourire fin. « Marguerite, » dit-elle, comme si nous étions de vieilles amies. « Quel plaisir de te voir si bien. »« Qu'est-ce que tu veux ? » « Je viens te donner une opportunité de résoudre ça comme des adultes, comme des femmes civilisées. »« Civilisée ? Tu m'accuses d'enlever ma petite fille ? » ?»« Je défends ma fille. Tu n'es pas sa mère, tu n'es personne légalement. Tu peux jouer à la gentille grande-mère quelques jours, mais Emma va revenir avec moi, que tu le veuilles ou non. Emma a déjà choisi et ça te ronge, n'est-ce pas ? Sylvie s'approcha en baissant la voix. Tu es une vieille seule, un fardeau. Cette propriété va s'écrouler et quand Étienne se lassera de jouer à la famille heureuse, tu vas te retrouver les mains vides. Emma ne t'appartient pas et je te jure sur ma vie que je vais l'emmener, même si je dois te détruire en chemin. Son regard était du pur venin. « Tu as fini ?» lui demandai-je sans ciller. « On se voit au tribunal. » Elle sourit et partit. Cette nuit-là, je pleurais en silence dans la cuisine, avec les mains tremblantes. Non pas de peur, mais de fureur. Comment avait-elle osé autant ? Comment était-il possible qu'elle m'ait reléguée, oubliée, et maintenant m'accuse de vouloir retenir l'amour de force ? Étienne me trouva là avec les larmes tombant sur le plan de travail. « Tu ne peux pas la laisser gagner. Pas encore une fois, » dit-il en prenant mon visage. « Je ne veux pas me battre, je veux vivre. » Alors nous allons nous battre pour vivre. Il n'y a pas d'autre façon. Et il avait raison.
Les jours suivants furent un ouragan d'audiences, de visites d'assistants sociaux, d'entretiens psychologiques. Emma répondit avec une maturité inattendue. Elle dit avec fermeté qu'elle se sentait soignée, aimée et respectée dans notre maison, que dans la sienne d'avant personne ne l'écoutait, que sa mère était toujours absente ou de mauvaise humeur. La psychologue écrivit un rapport clair. La mineure exprime un fort lien affectif avec sa grand-mère, Marguerite Salas, avec qui elle manifeste se sentir protégée, comprise et heureuse. Aucune manipulation émotionnelle n'est détectée. Il est recommandé de préserver la stabilité de l'environnement actuel. Quand Henri me le lut, je ne pus éviter de pleurer. C'était la première fois qu'un document légal disait quelque chose que je savais déjà. Emma n'était pas retenue. Elle était en sécurité. Jour après, ils nous appelèrent au tribunal. Sylvie arriva impeccable avec son avocat et son masque de marbre. Moi, j'arrivais avec Henri, Étienne et le cœur accéléré. Emma n'assista pas sur recommandation du juge. Le juge lut les rapports, écouta les avocats. La tension était palpable. « Madame Sylvie Moreau, dit-il finalement, nous ne trouvons pas de motif pour retirer la garde partagée, ni pour douter de l'aptitude de Madame Marguerite Salas comme gardienne temporaire. » La mineure a exprimé avec clarté son désir. Par conséquent, la garde continuera comme elle est, et des visites fixées seront établies pour vous. Sylvie serra les dents. Son avocat lui mit une main sur le bras comme pour la calmer. « Ça ne finit pas là, me dit-elle en passant. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. » Je la regardais avec une paix qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Si, je sais, c'est pour ça que je n'ai pas peur de toi. » Cette nuit-là, nous fîmes un dîner spécial. Étienne cuisina son fameux pâté de viande. Emma fit un gâteau improvisé avec de la crème et des biscuits. Nous rîmes comme si nous avions vaincu un dragon, et d'une certaine façon, c'était le cas. Après avoir couché Emma, Étienne et moi nous nous assîmes dans la galerie. « Aujourd'hui, tu as été une lionne, me dit-il. Aujourd'hui, je me suis sentie vivante, pour la première fois depuis longtemps. » Il prit ma main, me baisa les doigts. « Je t'aime, Marguerite, telle que tu es, et avec toi, je veux tout. » Je le regardais. Ma poitrine se remplit de quelque chose de nouveau. Pas de gratitude ni de dépendance, d'amour, libre, choisi. Je n'avais jamais pensé que l'amour pouvait se sentir ainsi après tant d'années, après tant de blessures. Avec Étienne, ce n'était pas seulement de la compagnie, c'était la liberté. C'était savoir que quelqu'un me regardait et me voyait vraiment. Pendant des semaines, nous vécûmes un calme tendu. La menace de Sylvie semblait s'être évaporée après avoir perdu au tribunal. Mais dans mon intérieur, je savais qu'elle ne s'était pas rendue. Cette femme ne connaissait pas la défaite. Elle savait seulement se cacher pour attaquer à nouveau. Et cette attaque ne tarda pas. Tout commença avec de petits signaux. Un jour, la directrice de l'école d'Emma m'appela. « Madame Salas, me dit-elle avec un ton préoccupé, nous avons reçu une demande de changement de tuteur légal. Elle dit que vous n'êtes plus autorisé à récupérer Emma. » Quoi ? La demande vint signée par Sylvie Moreau, mais elle n'a pas de soutien judiciaire. Bien sûr, nous n'allons pas le permettre, mais je vous préviens parce que c'est grave. Je raccrochai avec les mains tremblantes. Je m'assis au bord du lit avec une sensation de déprotection absolue. Étienne, en me voyant ainsi, s'agenouilla devant moi. Encore elle. J'acquiesçai. Elle essaye de m'enlever de l'environnement d'Emma, petit à petit, par derrière. Elle ne pourra pas, mais nous allons devoir être vigilants. Cette nuit-là, je parlais avec Henri. Il confirma mes soupçons. Sylvie faisait appel de la sentence, mais pas seulement ça. Elle avait fait de fausses dénonciations pour abus psychologiques et isolement social. Le plus grave, elle avait embauché un investigateur privé pour me suivre. Il y avait des photos, des vidéos, même des captures de mes réseaux sociaux. Ce n'est plus seulement un sujet légal, dit Henri. C'est une attaque personnelle. Elle veut te détruire. Et je peux faire quelque chose ? Oui, nous pouvons contre-attaquer, mais il faut y aller avec tout. Je soupirais. Je regardais par la fenêtre. Emma jouait avec Étienne dans le jardin, faisant des bulles de savon.
Son rire était si pur que ça faisait mal d'imaginer qu'il s'éteigne par l'ombre de sa mère. « Alors nous allons nous battre, dis-je. Pour elle, pour moi. » Henri acquiesça, et cette fois nous allons l'exposer. Les jours suivants furent un tourbillon. Nous rassemblâmes des preuves de tout, appels, audio, messages. Sylvie avait menacé de me faire partir à coups de pied si c'était nécessaire. Elle avait crié à Emma au téléphone, lui disant de ne pas être ingrate. Elle avait même menti sur son travail, déclarant de faux revenus pour éviter de partager la pension alimentaire. Henri prépara une dénonciation pour diffamation, harcèlement judiciaire et dommages émotionnels. Mais juste quand nous sentions que nous avions le contrôle, il arriva quelque chose qui me laissa glacée. Une nuit, Emma ne revint pas de l'école. La maîtresse assura que sa mère était passée la chercher, parce qu'il lui correspondait une visite, mais cette visite n'était pas autorisée. J'entrai en panique. J'appelais l'école, Henri, Étienne. Personne ne savait rien. Je composais le numéro de Sylvie. Éteint, ce furent 3 heures d'enfer jusqu'à ce que je reçoive un message. Emma va bien, elle avait juste besoin d'être avec sa mère. Je te préviens quand je la rendrai. Elle ne disait ni où elles étaient, ni quand elles reviendraient. Seulement ça. Étienne m'embrassa fort pendant que je tremblais comme une feuille. Nous appelâmes à la police. Nous fîmes la dénonciation. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je pleurais seulement. Je sentais que mon âme s'arrachait du corps. Le matin suivant, Sylvie apparut à la propriété avec Emma par la main. La petite avait les yeux gonflés d'avoir pleuré. « La voilà, » dit-elle avec cynisme. « Elle va bien. Elle avait juste besoin d'être avec moi. Tu n'es pas sa mère, Marguerite. Tu ne peux pas m'interdire de la voir. Tu n'avais pas la permission. Ça, c'était un enlèvement. Ah, s'il te plaît, dramatique comme toujours. Regarde-la, elle est vivante. » Non. Emma se détacha de sa main et courut vers moi. « Grand-mère !» Je l'embrassai avec force. Jamais avant je n'avais senti autant de soulagement. « Nous allons aller jusqu'au bout avec ça, » dis-je à Sylvie avec la voix tremblante, mais ferme. « Fais-le, nous verrons qui reste debout à la fin. » Et elle partit. Henri activa tout le système légal. Il sollicita un ordre de restriction temporaire. Le juge accepta. Sylvie ne pouvait pas s'approcher à moins de 300 mètres sans ordre judiciaire, mais cela ne fit que la mettre plus en fureur. Une semaine après, quelqu'un cassa les vitres de la voiture d'Étienne. Jour après, nous trouvâmes des excréments d'animal à l'entrée de la propriété. Une aube, nous entendîmes un fracas. Quelqu'un avait jeté des pierres sur le toit. Emma se réveilla en criant. Étienne sortit avec une batte. Il ne trouva personne. Nous dénonçâmes tout. Mais les autorités disaient toujours la même chose. Sans preuves, on ne peut pas faire grand-chose. Je ne dormais plus, je vivais en alerte constante. Étienne me proposa quelque chose de radical. « Marguerite, déménageons. » « Quoi ? J'ai une maison à Aix-en-Provence, plus éloignée. Nous pourrions recommencer là-bas sans le poids de cette folie. Et abandonner ça, ce n'est pas se rendre, c'est te protéger et protéger Emma. Je le pensais pendant des jours, mais chaque coin de cette propriété avait une histoire. Chaque arbre, chaque dalle faisait partie de mon identité. Je ne pouvais pas laisser Sylvie me voler ça aussi. Non, si je pars, elle gagne et je ne vais pas le permettre. Étienne acquiesça. Il ne me pressa pas, mais je compris que la fatigue l'atteignait aussi. Un après-midi, pendant que je faisais les courses au village, une femme s'approcha de moi dans la file du supermarché. « Tu es la grand-mère d'Emma, non ?»« Oui. »« J'ai entendu que ta belle-fille t'a dénoncé pour maltraitance. Ils disent que la petite ne va pas à l'école. C'est vrai ?» Je sentis un vide dans l'estomac. « C'est faux !» Bon, tu vois comment sont les gens. Il y a ceux qui ne devraient pas élever d'enfants. Je partis sans acheter quoi que ce soit. La campagne de discrédit avait commencé. Les voisins me regardaient avec méfiance. Certains retirèrent leurs invitations, d'autres cessèrent de me saluer. Ils m'isolaient, et cela faisait plus mal que les insultes de Sylvie. Une nuit, après avoir couché Emma, je sortis au jardin.
Je regardais le ciel cherchant des réponses. « Pourquoi ça m'arrive » murmurai-je à l'air. Je voulais juste m'occuper de ma petite fille. Aimer sans peur, c'est trop demander. Étienne sortit et m'embrassa par derrière. « Tu n'es pas seule, même si le monde crie le contraire. Je suis avec toi, et si elle ne s'arrête pas, si elle continue jusqu'à nous briser, alors nous allons résister jusqu'au dernier souffle. » Peu de jours après, nous reçûmes la citation finale. Sylvie avait obtenu une audience extraordinaire. Elle allait présenter de nouvelles preuves pour solliciter la garde exclusive et définitive. C'était son dernier coup. Le procès serait dans 1 semaine et je devais me préparer. Henri me donna un conseil. Ne raconte pas seulement ta version. Montre ta vie, montre qui tu es, que le juge voit que tu n'es pas une menace, tu es un soutien. Cette nuit-là, j'écrivis une lettre. Je ne savais pas si je la lirais, mais cela m'aida à ordonner mon âme. Je m'appelle Marguerite Salas. J'ai 66 ans. Je ne suis pas parfaite. J'ai commis des erreurs, mais jamais je ne cesserai d'aimer celui qui a besoin de moi. Je ne me bats pas par orgueil, je me bats pour un lien que la vie m'a donné et que je ne pense pas livrer aux caprices de personne. Je rangeai la lettre dans mon sac et décidai que ce serait mon bouclier. Emma, en apprenant le procès, eut peur. « Je vais devoir partir ?» « Non, mon amour, cette fois, nous allons gagner. »« Et sinon ?» Je la regardais avec l'âme brisée. « Alors nous partons ensemble, où que ce soit, mais ensemble. » Elle sourit. Elle m'embrassa. « Tu es ma maison, grande mère. » Et cette phrase valait plus que 1000 sentences. Le jour du procès arriva avec un mélange impossible à décrire. Peur, espoir, rage et quelque chose de plus profond que je ne savais pas si c'était du courage ou simplement de l'épuisement. Je m'habillai avec sobriété, peignai mes cheveux avec soin, et avant de sortir, j'embrassai Emma avec force. « Je t'aime, grand-mère, » me dit-elle en me regardant avec ses petits yeux énormes. « Moi plus, ma reine. Quoi qu'il arrive, rien ne va nous séparer, tu le sais ?» Elle acquiesça avec des larmes silencieuses. Étienne me mena par la main jusqu'à la voiture. Henri nous attendait à la porte du tribunal. « Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement te défendre, » dit-il. « Nous allons montrer qui est vraiment Sylvie. » Nous entrâmes dans la salle. Là, elle était, impeccable, avec une robe noire ajustée, les cheveux relevés, un maquillage parfait, un masque. Elle nous regarda comme si nous étions des insectes. Je respirais profondément. Je n'allais pas me briser. Le juge, un homme âgé d'expression sévère, donna début à l'audience. « Nous sommes ici pour résoudre l'appel présenté par Madame Sylvie Moreau, qui sollicite la garde exclusive de sa fille Emma et la révocation de la garde provisoire accordée à Madame Marguerite Salas. » Tout était en jeu. Sylvie prit la parole en premier. « Monsieur le juge, ma belle-mère a manipulé émotionnellement ma fille, l'a éloignée de moi, a interféré dans son développement, empêchant le contact avec mon environnement, et a créé une figure d'autorité qui ne lui correspond pas. Emma a besoin d'une mère, pas d'une grand-mère obsessive et possessive. » Ces paroles me firent mal. Mais plus encore me fit mal qu'elle les dise avec une voix tremblante, comme si vraiment elle croyait avoir raison. Elle présenta des vidéos sorties de contexte. Une où Emma me disait qu'elle ne voulait pas voir sa mère, une autre où je l'appelais mon bébé. Henri se leva. Avec tout le respect dû, ces fragments ne montrent rien d'illégal ni d'inapproprié. Montrer de l'affection ou respecter les désirs d'une petite qui souffre d'angoisse en voyant sa mère ne constitue pas d'aliénation. Le juge acquiesça sans émettre de jugement. Alors Henri contre-attaqua. Il appela à la barre la maîtresse d'Emma. Elle témoigna que la petite était arrivée de nombreuses fois en pleurant après les visites avec sa mère, qu'elle avait montré de la peur, et qu'une fois, elle lui avait dit « Ma maman me crie dessus si je parle de ma grand-mère. » Sylvie nia tout, feignant l'indignation, puis monta une voisine qui avait entendu les cris de Sylvie quand elle venait chercher la petite. Une dame âgée courageuse. « Ce n'est pas juste, dit-elle. »
Marguerite a élevé cette petite avec amour. Cette fille, la mère, n'apparaît que pour apporter des ennuis. Après, Henri demanda qu'on écoute le témoignage d'Emma enregistré par la psychologue du tribunal. La salle resta en silence. Ma grand-mère me soigne, me lit des histoires, me prend dans ses bras quand j'ai peur. Avec ma maman, j'ai peur. Je ne veux pas vivre avec elle. Les paroles étaient douces, mais l'impact brutal. Sylvie pâlit. Henri ferma avec force. Nous ne demandons pas qu'on lui retire le droit d'être mère, mais oui qu'on priorise le bien-être de la mineure, et ce bien-être est sans aucun doute avec Marguerite. Finalement, le juge me permit de parler. Je me levai avec la lettre dans la main. Monsieur le juge, je ne suis pas venu ici me battre par orgueil. Je suis venu parce que je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant qu'une petite était arrachée de son seul refuge sûr. Je lus la lettre complète. Chaque mot sortit du plus profond de mon âme. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai tout donné pour Emma. Je l'ai protégée avec mon corps, mon temps et mon amour. Je ne demande pas de reconnaissance, je demande seulement qu'on me permette de continuer à m'occuper d'elle comme elle en a besoin, comme j'en ai besoin. Quand je terminai, le juge baissa le regard. La salle était muette. Il soupira, fit une pause longue et puis parla. Ce tribunal détermine que la garde provisoire accordée à Madame Marguerite Salas se maintient et passe à être définitive. La mère biologique maintiendra un régime de visite supervisé et devra initier un processus thérapeutique avant de solliciter quelques modifications futures. Je sentis que le monde s'arrêtait. Étienne me serra la main. Henri sourit et Sylvie resta immobile comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Le juge ajouta « Ce tribunal recommande aussi que la partie demandeuse s'abstienne de réaliser des actions légales infondées ou des campagnes de diffamation, sous peine de sanctions plus sévères. » Nous avions gagné. Dehors du tribunal, Emma m'attendait avec Étienne. Quand elle me vit, elle courut vers moi avec un sourire immense. « On peut rentrer maintenant ?»« Oui, mon amour, nous sommes libres maintenant. » Je l'embrassai. Je sentis son cœur battre contre le mien, et je sus que quoi qu'il arrive, rien ne pourrait briser ce lien. Sylvie sortit minutes après. Elle me regarda avec une haine pure. « Profite de ta victoire, elle ne va pas durer. » « Ce n'est pas une victoire, » lui dis-je avec calme. « C'est la justice. » « Ça ne finit pas là, vieille ridicule. »« C'est déjà fini, même si tu ne l'acceptes pas. » Elle se tourna et s'éloigna à pas furieux. Je la vis se perdre parmi les gens. Pour la première fois, je ne sentis pas de peur. Je sentis de la pitié parce qu'elle avait tout perdu par orgueil et ne savait pas aimer. Les jours suivants furent de calme tendu. Je continuais à regarder par-dessus l'épaule. Mais Étienne me convainquit d'installer des caméras dans la propriété. Nous engageâmes aussi un avocat supplémentaire pour toute éventualité. Petit à petit, la communauté recommença à s'approcher. Certains s'excusèrent, d'autres se turent seulement honteusement. Mais moi, je ne gardais pas rancune, je voulais seulement continuer à avancer. Emma retourna à ses cours avec joie, recommença à dessiner, à chanter, à jouer sans peur. Moi aussi, je recommençais à sourire. Avec Étienne, nous partagions de longs après-midi dans le jardin. Nous parlions de la vie, du futur, de l'amour qui était arrivé quand nous l'attendions le moins. Un après-midi, pendant que nous regardions le coucher de soleil, il prit ma main. « Je t'aime, Marguerite. »« Et moi, toi. »« Tu veux m'épouser ?» Je le regardais incrédule. « Tu es fou ?»« Oui, pour toi. » Nous rîmes et je pleurais. Je dis oui. Le mariage fut intime. Seulement quelques amis, Henri et, bien sûr, Emma, qui porta les alliances et pleura d'émotion. Je n'avais jamais imaginé me rhabiller en blanc, mais je le fis non par tradition, mais comme symbole de renaître. Dans mon intérieur, il ne restait plus de décombres, seulement des graines de quelque chose de nouveau. Quelques mois après, une camionnette noire freina devant la propriété. Emma et moi plantions des fleurs. Étienne lisait le journal sous la galerie. Du véhicule descendit un homme en costume. « Madame Marguerite Salas ?»« Oui. »« Je suis des éditions Horizon. Nous avons une proposition pour vous. »« Des éditions ?
Nous avons lu votre lettre. Le juge l'a partagée avec nous dans un forum légal. Elle nous a profondément émus. Nous aimerions la publier, et si vous êtes disposé, l'accompagner de votre histoire complète. » Je restais muette. Mon histoire ? Oui, nous croyons que beaucoup de femmes ont besoin de la lire, voire qu'on peut résister, qu'elles ne sont pas seules. Emma me serra la main. Étienne s'approcha en souriant. « Qu'est-ce que tu vas lui dire ?»« Que oui, dis-je, parce que je n'ai plus peur de raconter qui je suis. » J'acceptais la proposition des éditions sans savoir exactement dans quoi je m'engageais. Je n'avais jamais rien écrit de plus long qu'une liste de courses, mais quand je m'assis face au cahier en blanc, les mots commencèrent à sortir seuls. Comme si pendant des années, ils avaient attendu leur tour pour respirer. La première phrase que j'écrivis fut « Je m'appelle Marguerite Salas. On m'a dit que j'étais vieille, que j'étais un obstacle, que je devais me taire. Mais un jour, j'ai décidé de me lever. Pendant des semaines, je consacrais chaque matin à écrire, à me souvenir, à pleurer, à guérir. La douleur se transforma en paragraphes, la rage en chapitres, la solitude en une voix. Henri m'aida à organiser les faits. Étienne corrigeait mes fautes d'orthographe avec une patience infinie. Emma parfois s'asseyait à côté de moi et me disait « Tu racontes quand tu m'as sauvée, grand-mère ?»« Oui, mon amour, mais je raconte aussi comment tu m'as sauvée. » Le livre se publia 6 mois après, avec un titre qui ne laissait pas de place au doute. Si tu ne veux pas aller à la maison de retraite, lève-toi. La couverture montrait une silhouette de dos avec une valise dans la main debout devant un portail ouvert. Je n'espérais pas qu'il se vende beaucoup. Je pensais que quelques femmes le liraient dans une bibliothèque de quartier, mais l'inattendu arriva. Il devint viral. Les réseaux sociaux s'inondèrent avec des phrases du livre. Des femmes de tous âges commencèrent à partager leurs histoires. Certaines m'écrivaient des lettres, d'autres m'envoyaient des audios en pleurant. Une vint même d'une autre région, juste pour me donner une embrassade. « Ton histoire m'a fait rentrer à la maison, » me dit-elle. Elle m'a fait demander pardon à ma maman. Elle m'a fait comprendre tout ce que je ne voulais pas voir. Je ne pouvais pas le croire. Un jour, une présentatrice de télévision m'appela pour m'inviter à un programme d'entretien. « Nous voulons que tu viennes raconter ton histoire en direct. Elle est inspirante. » « Tu changes des vies ?» J'hésitais. Je n'aimais pas l'exposition. Mais Anne-Laurie insista. « Tu dois y aller, Marguerite. Pas pour toi, pour toutes celles qui sont encore silencieuses. » J'y allais. J'entrais dans le studio en tremblant. Les lumières, les caméras, les micros, tout me semblait accablant. Mais quand la présentatrice me salua avec chaleur, quelque chose en moi se calma. « Marguerite, » me dit-elle, « des milliers de femmes regardent ça. Que leur dirais-tu à celles qui vivent ce que tu as vécu ?» Je pensai quelques secondes et puis répondis qu'elles ne craignent pas qu'elles sont seules, qu'elles n'écoutent pas celui qui leur dit qu'il est déjà trop tard, qu'elles ne valent plus, parce que il y a toujours un jour pour recommencer, même si elles ont 60, 70 ou 80 ans. Il n'est jamais trop tard pour se lever. L'ovation fut immédiate. Et ce n'était pas pour moi, c'était pour toutes. Après le programme, la vie changea. On m'invita à donner des conférences dans des centres communautaires. On m'interviewa à la radio, même une université me demanda de parler dans une journée des droits des personnes âgées, mais je continuais à être la même. Je continuais à me lever tôt pour faire le petit déjeuner à Emma. Je continuais à nettoyer mon jardin, arroser les plantes. Je continuais à m'asseoir avec Étienne pour voir le coucher de soleil. Un jour, pendant que nous prenions le thé sous la galerie, il me regarda et dit « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?»« Quoi ?»« Tu as converti l'humiliation en dignité, la tristesse en force. Ça, n'importe qui ne le fait pas, Marguerite. » J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ou grand-mère ferait, répondis-je. Défendre ceux qu'elle aime. Oui, mais tu t'es aussi défendue. Et ça, c'est plus difficile. Sylvie se maintint éloignée. Elle accomplit les visites supervisées avec distance et froideur. Emma, petit à petit, commença à lui parler sans peur. Je ne lui parlais jamais mal de sa mère, jamais, parce que je compris quelque chose de profond. On ne gagne pas en haïssant, on gagne en aimant avec plus de force. Un jour, Emma me demanda
Tu l'as pardonné, grand-mère. Je restai silencieuse un instant. Je ne sais pas si je l'ai pardonné, mais je ne la hais plus. C'est pareil ? Non, c'est plus que suffisant. Des années après, le livre fut adapté en pièce de théâtre. On m'invita à la première. Le rideau s'ouvrit et je vis une actrice aux cheveux blancs m'interpréter avec la même valise dans la main, avec le même tremblement dans la voix. Écouter mes propres mots dans un autre corps me fit pleurer. Étienne me serra la main, Emma, déjà adolescente, m'embrassa. C'est toi ça, grand-mère, la plus courageuse de toutes. La pièce finit avec l'actrice ouvrant le portail et montant dans une voiture imaginaire. Le public applaudit debout. Ce fut alors que je compris que mon histoire n'était plus seulement mienne. La dernière reconnaissance vint quand on me remit une médaille au mérite citoyen. Dans le discours, le maire dit « Aujourd'hui, nous honorons une femme qui nous a appris que la vieillesse n'est pas synonyme d'inutilité, que la maternité n'a pas d'âge et que l'amour peut plus que n'importe quelle sentence. » Je m'approchai du micro, je ne tremblais plus. Merci pour cette reconnaissance, mais je veux dire quelque chose de plus. Quand mon fils m'a dit « Si tu ne veux pas aller à la maison de retraite, va travailler », il ne savait pas qu'il m'offrait une opportunité, parce que parfois ce qui semble la fin n'est que le début. Les gens applaudirent, mais je regardais le ciel et pensais à Michel. Comme j'aurais aimé qu'il me voie maintenant, libre, vivante, renaissante. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne vois pas une tragédie, je vois une histoire de transformation. Emma grandit entourée d'amour. Elle choisit d'étudier la psychologie. Elle dit qu'elle veut aider d'autres petites comme elle. Étienne et moi continuons à marcher ensemble, vieillissant main dans la main, riant de nos rides et de nos maladresses. Ma maison se remplit de livres, de fleurs et de visites. Beaucoup de femmes viennent à me raconter leurs histoires. Certaines m'apportent des empanadas, d'autres ont juste besoin de parler. Je les écoute toujours. Et chaque fois qu'on me demande comment tout a commencé, je leur dis la même chose. Avec une phrase, une humiliation, mais aussi avec un sourire, avec une valise et avec une voiture qui arriva juste à temps. Parce que ce ne fut pas le luxe, ce ne fut pas le nouveau mari, ce ne fut pas le livre, ce fut choisir de ne pas s'éteindre, de ne pas se rendre, de ne pas croire ce que les autres disent que tu es. Parce que le feu que nous avons à l'intérieur ne s'éteint pas avec le mépris, il s'allume avec la décision. Et si quelqu'un te dit un jour que tu es vieille, que tu ne sers à rien, que tu gênes, souviens-toi de ça. Tu n'es pas ce que les autres disent, tu es ce que tu décides d'être. Et s'ils te disent « Si tu ne veux pas aller à la maison de retraite, va travailler. » Souris, lève-toi. Ouvre le portail, parce que peut-être juste là t'attend ta nouvelle vie. On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que parfois, il faut avoir le courage de la traverser seule, avec le dos droit, avec la valise tremblante dans la main, avec l'âme en morceaux, mais disposée à revenir, à s'assembler. Je traversai cette porte, et de l'autre côté, il n'y avait pas de promesse facile, il n'y avait pas de consolation immédiate. Ce que je trouvais fut l'incertitude, le silence et une liberté qui me faisait peur. Parce que oui, la liberté fait aussi peur quand tu n'es pas habitué à choisir pour toi-même. Mais je choisis à chaque pas, à chaque larme, à chaque mot écrit. Je choisis de me reconstruire. Je choisis d'écouter ma voix, celle que j'avais tue pendant des décennies. Aujourd'hui, je vis dans une maison modeste mais chaleureuse, avec des baies vitrées qui laissent entrer la lumière comme avant elle n'entrait pas. Emma n'est plus une petite, c'est une jeune fille brillante, sensible, avec ce mélange de tendresse et de force que seules les cicatrices bien guéries peuvent en laisser. Étienne vieillit avec moi. Sa présence est un refuge, pas un canot de sauvetage. Je n'ai pas besoin qu'il me sauve, seulement qu'il m'accompagne. Et il le fait chaque jour, avec un sourire tranquille et un silence qui dit plus que 1000 discours. Notre routine est simple. Nous déjeunons en regardant le jardin. Emma parfois se joint avec sa tasse de thé et nous parlons de choses simples, livres, fleurs, rêves. Mais parfois, entre thé et thé, la conversation devient plus profonde. « Grand-mère, me dit-elle un matin, tu regrettes tout ce qui s'est passé ?
Je pensais à répondre que oui, qu'il aurait mieux valu que je n'ai jamais souffert, que mon fils ne m'ait jamais trahi, que Michel soit encore vivant, mais lui mentir serait lui voler la vérité. Non, mon amour, je ne regrette pas, parce que si tout ça ne s'était pas passé, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et toi, peut-être tu ne serais pas ici avec moi. Elle sourit. Elle m'embrassa sans dire plus, parce qu'elle comprit. Avec les années, j'appris que la vie n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Parfois tu montes, parfois tu descends, parfois il te semble que tu es au même endroit. Mais tu n'es pas la même. Moi, je ne suis pas la même femme qui tremblait en entendant son fils crier. Ni celle qui baissait la tête quand sa belle-fille l'humiliait, ni celle qui pensait qu'elle n'avait plus de place dans le monde. Maintenant, je suis la femme qui écrit, qui embrasse, qui écoute, qui guide. Je suis la grand-mère qui reçoit des lettres, d'autres grandes-mères, de mères, de filles, des femmes qui me disent « Merci de raconter ton histoire. Tu m'as donné du courage. » Et je leur réponds « Le courage était déjà en toi, il fallait juste que quelqu'un te le rappelle. » Parfois, je me demande ce qui est arrivé à Pierre. J'ai appris par des tiers qu'il a divorcé de Sylvie, qu'il vit seul dans un petit appartement, qu'il n'a pas de relation avec Emma. Je ne le hais pas, je ne lui souhaite pas de mal, mais je ne ressens pas non plus de peine. Parfois, la punition la plus dure n'est pas la prison ni le rejet. C'est devoir vivre avec la conscience de ce qu'on a fait. Moi, je l'ai pardonné. Pas pour lui, pour moi, parce que je ne voulais pas porter ce poids sur le dos, parce que je compris que lâcher prise, ce n'est pas se rendre, c'est se libérer, et c'est ce que je fis. J'appris aussi à dire non, non aux exigences qui ne me respectent pas, non aux engagements qui m'enlèvent la paix, non aux rôles qu'on m'impose, non à retourner à ce qui m'a déjà fait du mal. Dire non, c'est aussi un acte d'amour-propre. Mais plus que tout, j'appris à dire oui. Oui à la tendresse, oui à recommencer, oui à faire confiance, même si on m'a déçu, oui au projet fou, oui à l'amour dans la vieillesse. Oui à moi. Un jour, en révisant de vieilles boîtes, je trouvais une lettre que Michel m'avait écrite des années avant de mourir. Je l'avais complètement oubliée. Elle avait son écriture pressée, sa façon de me parler sans détour. Elle disait « Marguerite, si un jour tu te sens seule, ne cherche pas dehors. Regarde-toi dans le miroir. Là tu vas trouver la femme la plus courageuse que j'ai connue. » Je pleurais comme une petite, non pas de tristesse, de gratitude, parce que je compris que même avant que moi-même je le sache, il voyait déjà en moi la force qui maintenant fleurit. Parfois, les femmes âgées, nous sommes invisibles pour le monde, comme si nous n'avions plus rien à dire, à apporter, à vivre. Mais c'est faux! Nous sommes des bibliothèques vivantes, nous sommes des racines, nous sommes histoire et futur. On nous a fait croire qu'après un certain âge, il ne reste qu'à attendre. Mais moi, je dis le contraire. Après un certain âge, c'est quand on voit tout plus clairement, quand on n'a plus besoin de démontrer quoi que ce soit, quand la seule chose qui importe, c'est vivre avec vérité. Une fois, dans une conférence que je donnais dans une université, une étudiante me demanda « Qu'est-ce que c'est pour vous, la dignité ?» Je lui souris et répondis « C'est de pouvoir te regarder dans le miroir sans baisser le regard. C'est de ne pas avoir besoin de l'approbation de personne pour connaître ta valeur. C'est te choisir chaque jour, même si personne d'autre ne le fait. » Elle resta en silence, acquiesça, et je sus qu'elle avait compris. Si je devais laisser un message à chaque femme qui écoute mon histoire, ce serait celui-ci. N'attends pas qu'un autre te sauve. N'attends pas qu'on te valorise pour te valoriser. N'attends pas qu'on t'applaudisse pour te lever. Fais-le quand même. Fais-le en tremblant, fais-le avec peur. Mais fais-le, parce que parfois la vie commence juste au moment où tu décides de ne pas être la victime, mais l'auteur de ta propre histoire. Et si un jour il te faut faire la valise, ne le vois pas comme une fin. C'est à peine le prologue de tout ce que tu vas écrire après. Moi, je m'appelle Marguerite Salas. On m'a dit que mon histoire était terminée et je leur ai démontré qu'elle ne faisait que commencer.